Sortie de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, vous le savez, la RDC est victime d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda. Et en cette période de guerre, comment doit se comporter chaque Congolais de façon à permettre le pays de Lumumba et de Félix Tshisekedi de fumer les calumet de la paix? Pour répondre à cette question, notre invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Dani Mukendi Wadinanga. Bonjour et bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes patriote, défenseur pour la cause du Congo. Comment vous expliquez cette qualité? Patriote, c'est-à-dire un homme qui est attaché aux valeurs de la République. Un Congolais pur qui défend les intérêts de la nation et qui s'élève contre l'agression. Un républicain. En cette période de guerre, il est important que les citoyens de ce pays s'élèvent, s'unissent et se rangent derrière nos FARDC, ainsi que derrière le commandant suprême, son Excellence Félix Tshisekedi, pour bouter l'ennemi hors des frontières nationales. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle citoyenneté. Elle est constituée des citoyens patriotes. Très bien. Raison pour laquelle vous êtes ici. En cette période, selon vous, comment chaque Congolais doit se comporter pour aider les pays à gagner cette guerre? Il est important et même indispensable que les Congolais de partout, au pays et dans la diaspora, se rassemblent et se mettent unis comme une seule personne derrière le chef de l'État, derrière nos FARDC, et éviter les guerres politiques et les petits intérêts égoïstes dans chacun, comprendre que la patrie est en danger et faire front commun pour chasser l'ennemi. C'est ça l'attitude que chaque Congolais doit avoir aujourd'hui. Majorité, opposition, face à l'ennemi, il n'y a pas de division. Nous sommes un seul peuple pour un Congo uni et indivisible. Ça, c'est l'attitude qu'il faudrait avoir lorsque nous sommes attaqués et le Congo est victime d'un complot international et nous devons être unis. Ceux qui n'ont pas cette attitude sont des traîtres à la République et qui rendront compte un jour. Alors, les ennemis, ceux qui nous attaquent sont connus, c'est les M23, l'AFC considéré comme proxy du Rwanda. Ceux-là sont condamnés par la justice congolaise. Un mandat d'arrêt international avait même été émis contre ces récalcitrants, ces rebelles. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans ce qu'ils sont en train de faire comme mouvement de rébellion? D'abord, le M23 est une coquille vide. Je répète bien, c'est une coquille vide, constituée essentiellement des traîtres de cette nation, des gens qui sont prêts à vendre la nation, à faire couler le sang de Congolais pour leurs petits intérêts égoïstes. Ce ne sont même pas des rebelles, ce sont des terroristes, ce sont des forces négatives qui n'ont aucune intelligence, aucune ambition, aucune direction sérieuse, si ce n'est que se présenter comme des marionnettes, malheureusement, de l'État rwandais. Les Rwandais voudraient exploiter notre pays, profiter de nos minéraux, et ça, c'est quelque chose qu'un Congolais normal ne peut que considérer comme étant inadmissible. Voilà pourquoi je lance un appel patriotique et solennel à ceux qui sont soi-disant M23 d'interroger leur conscience. Faudrait-il, pour des petits intérêts égoïstes, occasionner autant de morts? Et ensuite, c'est pour gouverner qui, comment, lorsque la soif du pouvoir engendre des décès, des massacres et des carnages. C'est insupportable. Le M23 est une coquille vide qui est une marionnette du Rwanda et principalement du président Kagame pour des intérêts égoïstes. Et ça, c'est une très très haute trahison. Voilà pourquoi, avec raison, ces mandats internationaux qui ont été lancés contre
ces proxys, ces terroristes d'M23, pour nous, ça a beaucoup de sens. Puisque tôt ou tard, coûte que coûte, même après les hostilités, après la guerre contre le Rwanda, ils répondront de leurs crimes. Et malheureusement, ce sont des Congolais et c'est déplorable. Et Kagame trouve une occasion, lors d'une interview, il dit que ses troupes ne se retrouvent pas sur le sol congolais, comme pour dire que c'est une affaire congolo-congolaise. C'est pathétique. Je pense que le président Kagame souffre désormais d'une forme d'amnésie, puisque c'est lui, avec sa victimisation, avec sa philosophie d'un État sécuritaire, qui a besoin d'avoir un corridor dans notre pays, puisqu'il a peur d'être renversé chez lui. Mais dans notre pays, les rebelles de chez lui, ou ceux qui le combattent, ne sont pas chez nous. Malheureusement pour notre pays, la cupidité de certains d'entre nous vont de l'autre côté pour venir nous tuer. Mais la question qu'il faudrait se poser, qu'ont-ils promis à M. Kagame pour obtenir ce soutien et trahir la République? Ça, c'est la question la plus importante. Donc on est vers la scène 1997 qui tente de se répéter. 1997, avec la fameuse histoire triste de l'AFDEL, ne se répétera plus jamais. Le Congolais est suffisamment mature aujourd'hui pour comprendre que nous ne sommes pas dans un théâtre ou dans une comédie. Il s'agit des vies humaines, il s'agit de la souveraineté nationale, il s'agit de l'autonomie d'un pays et de l'organisation d'un pays. Le Rwanda est un petit pays qui ne peut en aucun cas, en aucune circonstance, tenir tête et faire face au Grand Congo. Malheureusement, les traîtres qui aujourd'hui seront traqués du point de vue national, international, grâce à ces mandats d'arrêt international, pour crimes contre l'humanité, paieront. Et M. Kagame finira un jour, lui également, par être condamné, puisque notre diplomatie agissante s'en occupe. Alors, dans son adresse, le chef de l'État a promis une offensive rigoureuse et coordonnée. On a vu ce qui s'est passé à Goma. La situation est préoccupante, je vais dire. Peut-on placer ce qui se passe là comme étant une stratégie utilisée par le chef de l'État pour éviter les bains de sang? Le chef de l'État prendra toujours et a toujours pris et prend souvent les bonnes décisions pour son peuple. Je vais vous poser une question, ou je vais vous faire une petite réflexion. Entre accepter un bain de sang dans une ville avec une densité de population élevée, 2 millions d'habitants, accepter qu'il y ait un autre génocide commis par des génocidaires rwandais et prendre légèrement du temps pour les bouter hors de nos frontières et épargner les vies humaines, je pense que la stratégie du chef de l'État est bonne, elle est soutenable, puisque sa stratégie, sa vision a profité à la population congolaise et on a évité justement un bain de sang. Sachez aujourd'hui que les massacres qui se commettent à Goma, le Congo a pris des dispositions pour en faire part à la CPI, à la communauté internationale, et tous les auteurs de ces massacres, notamment le président Kagame, finiront, croyez-moi, un jour à la CPI et à la haie. La stratégie du président, elle est bonne puisque, en tant que père de la nation, en tant que père, il épargne les vies humaines et c'est cela qui est important pour lui. Et nous le savons très bien que ce sont des stratégies de guerre qu'on ne peut pas dévoiler peut-être sur le plateau de télévision, mais qu'est-ce qui pourrait être fait par la suite pour récupérer les territoires sous occupation rwandaise? La République démocratique du Congo est sur tous les fronts. Le front diplomatique, le front judiciaire et le front militaire. Du point de vue de la diplomatie, il est important de féliciter Madame la ministre des Affaires étrangères pour le travail remarquable qu'elle a là-bas. En ce moment que je vous parle, le Conseil de sécurité a pris le dossier du Congo en délibéré. Nous avons foi
et espérons que le Rwanda sera condamné par une résolution et aura ce qu'on appelle des sanctions extrêmement sévères, ce qui est une victoire. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, on ne nous écoutait même plus par la communauté internationale à cause de la diplomatie défaillante de l'ancien régime. La République démocratique du Congo est sur le front également des procédures, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et aujourd'hui, avec les mandats d'arrêt international, et nous savons et sommes certains et souhaitons qu'il y ait également un mandat d'arrêt international contre le président rwandais, qu'il réponde un jour de ces crimes et massacres qu'il commet en RDC, pour rien et sans raison aucune. Et il est également important de faire voir qu'en Suisse, il y a également aujourd'hui, pour les droits de l'homme, nous espérons également une condamnation claire contre le Rwanda. C'est pour dire que le chef de l'État, dans sa stratégie, de faire éviter un bain de sang humain, il sauve les vies humaines congolaises et de l'autre côté, reçoit des résultats importants qui permettent que, petit à petit, la République démocratique du Congo a réussi à changer la situation, à changer de paradigme et à se faire entendre par la communauté internationale. Par conséquent, les Européens, les Américains, bref, les Occidentaux dans leur globalité, se rendent compte d'avoir créé un monstre dans la région de Grand Lac, qui est le Rwanda, à cause du génocide rwandais de 1994. Mais quelle est la faute de la République démocratique du Congo? C'est de savoir montrer hospitalière. Nous avons été d'une hospitalité sans précédent. Les Rwandais sont venus chez nous, alors que chez eux, ils s'étaient tués. Les génocides, ce sont les Rwandais qui sont entretués entre eux. Nous n'avons jamais tué les Rwandais. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions de morts chez nous. Voilà la conséquence de l'hospitalité. Donc, sur le front militaire, le chef de l'État met tout en place pour que les territoires qui sont sous occupation soient récupérés le plus rapidement possible et que le Rwanda se retrouve chez eux. Si jamais nous parvenons à d'autres résultats qui ne sont pas ceux que nous espérons, le chef de l'État prendra les dispositions nécessaires et utiles qui s'imposeront le moment venu pour toujours défendre la nation et protéger la population. Vous venez de le dire, plus de 6 000 morts. Oui. C'est presque un génocide. On a suivi les bilans tels qu'établis par le porte-parole du gouvernement, je vais dire rendu public par le porte-parole du gouvernement, un bilan de plus de 2000 morts. Ce qui s'est passé à Goma, c'est encore provisoire. On parle de génocide, mais qu'est-ce que la RDC doit faire pour que ce génocide obtienne une reconnaissance internationale? La RDC elle-même, elle ne se faisait plus entendre. C'est grâce au président Félix Tshisekedi que nous revenons dans le concert de nations. Il y a quelques années, nous avions un président muet, qui ne voyageait pas, qui allait nulle part. Et nous ne savions même pas s'il s'occupait réellement de ce pays. C'est ce président-là qui nous a mis dans cette situation calamiteuse. La situation est en train de changer. M. Félix Tshisekedi n'est pas responsable de ce qui s'était fait. Mais il a la responsabilité aujourd'hui d'arranger ce qui est possible aujourd'hui. C'est ce qu'il le fait. Il le fait avec méthode de résolution et les résultats sont là. Beaucoup pensent que le président dont vous parlez avait lancé quelques alertes de gouvernance qui n'avaient pas été prises en compte par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a permis que le budget national augmente jusqu'à 16 milliards et le nouveau budget, nous espérons qu'il pourrait encore augmenter. Ce président dont vous parlez, vous connaissez les aventures budgétaires qui ont existé dans ce pays. Donc il ne faudrait pas oublier que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'ancien pouvoir. Le président Tshisekedi a pour mission divine de nous sortir de cette guerre injuste,
d'installer la paix et d'instaurer la paix au Congo et de permettre au peuple congolais de vivre paisiblement dans ce pays et de jouir de la richesse que Dieu nous a donnée naturellement. On parlait de la reconnaissance internationale. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que réellement la communauté internationale reconnaisse qu'il y a génocide au Congo? Le président Tshisekedi utilisera toutes les voies de droit possibles et imaginables pour faire reconnaître le droit et faire condamner le Rwanda. Génocide sera reconnu un jour par cette communauté internationale qui s'est laissée tromper par les Rwandais au nom de leur génocide et ayant créé chez eux alors un monstre qui déstabilise l'Afrique centrale et qui crée ici chez nous des tueries, des massacres, des carnages au nom de leur génocide. Mais petit à petit, on comprend. Ce qui n'était pas le cas hier. On comprend que M. Kagame est un homme dangereux. Le Rwanda a menti et que c'est le Congo qui est victime. Et tout cela sera reconnu le temps venu puisque la diplomatie agissante, vous avez des preuves, elle fonctionne, nous avons des résultats et ça continuera. Et grâce à cette diplomatie, le chef de l'État qui a interpellé la communauté internationale, on a vu l'Allemagne qui a suspendu son aide au développement en faveur du Rwanda, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont fait pareil. N'est-ce pas un début des sanctions exigées par la RDC? C'est cela que je suis en train de dire et je suis très satisfait que vous-même vous donniez des éléments qui confortent ma thèse. Donc le Congo qui n'était pas entendu et qui avait perdu des signaux dans le concert de nations, aujourd'hui le Congo plaide sa cause. Aujourd'hui, il y a des résultats en faveur du Congo et je suis convaincu que le président Tshisekedi réussira à faire condamner le président Kagame et le Rwanda pour les massacres commis en République démocratique du Congo et qui sont inadmissibles. Très bien, il s'ouvre bientôt un sommet conjoint SADC et EAC. La RDC doit partir sous quelle posture pour participer à ces assises? Les négociations dont les gens parlent, il s'agit de dire à M. Kagame, si moyen il y aura de le voir, de lui dire en face, de quitter le Congo, de repartir dans son pays et que son armée n'a pas de place dans notre pays où massacres et crimes sont commis. Il n'y a pas une vente, il n'y a pas une négociation ou une position de faiblesse à aller exposer devant M. Kagame. Il y a des criminels et le président est déterminé à en découdre avec ces criminels et les chasser du territoire national. Pas un dialogue entre gouvernement congolais et M23 comme le dit l'une des organisations. Non, c'est une faute et c'est une erreur et on ne peut pas réfléchir comme ça. La stratégie du Rwanda, c'est de nous faire discuter avec une coquille vide qui est en réalité une marionnette rwandaise pour établir la théorie selon laquelle le conflit est entre Congolais et avoir l'occasion de ne pas avoir les sanctions puisqu'ils ont peur des sanctions. Mais la stratégie congolaise et la vérité qui est dite de notre côté, et ça a été démontré, que le M23, c'est une association de criminels et de traîtres de la République qui se sont alliés au Rwanda pour des intérêts égoïstes et économiques et pour tuer la population et spolier, piller les richesses nationales. Donc, dialogue avec M23, non. Discuter, parler avec le Rwanda, oui, mais pour que le Rwanda cesse de piller notre pays. Très bien. Alors, la RDC a lancé une offensive diplomatique. On voit la ministre des Affaires étrangères qui occupe les côtés ou la partie européenne. Elle a été au Conseil de sécurité des Nations Unies. De l'autre côté, à Genève, c'est Mouyaya. Alors que nous sommes dans un contexte de complot international, ce n'est pas aller vers ceux qui financent ou qui appuient le Rwanda pour nous agresser? Ils font bien d'y aller, la ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication, un porte-parole du gouvernement, qui fait son travail de manière excellente. Ils font bien d'aller expliquer à ces puissants du monde, à ces puissances du monde, que ce qu'ils ont cru comprendre en faveur du Rwanda n'était que mensonge. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est une armée de menteurs
qui ont mis en exergue, malheureusement, les génocides pour créer un autre génocide au Congo. Et c'est bien que les Congolais aillent expliquer à la communauté internationale, au Conseil de sécurité et à d'autres instances dans ce monde que la position rwandaise est mauvaise. Il faudrait désormais changer de paradigme, soutenir le Congo et arrêter les massacres du Rwanda. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Question courte et directe, et si la voix de la RDC n'est pas entendue? La voix de la RDC ne peut que se faire entendre puisqu'il y a ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies qui est issue de la Société des Nations. Mais si jamais la voix du Congo est sabotée, le Congo se prendra en charge et toutes les décisions et les responsabilités seront mises en place pour que, quoi qu'il arrive, l'ennemi ne continue pas à semer de la terreur chez nous, mais prendre des dispositions pour éviter qu'il continue à avancer par rapport au territoire sous occupation et tout faire pour le chasser de la République démocratique du Congo. Se prendre en charge signifie déclarer la guerre. Se prendre en charge, c'est-à-dire, premier point, résister. Deuxième point, ne pas tomber dans la manipulation de l'ennemi. Et troisième point, chasser l'ennemi. Et tout cela, ça s'appelle une guerre qui doit se mener avec intelligence et de manière stratégique. Comment vous commentez l'initiative de la CENCO et l'ECC qui veulent piloter les plans de sortie des crises? Il faut d'abord rappeler que le chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, avait lui-même appelé à la cohésion nationale face à l'ennemi. C'est bien que la CENCO et l'ECC saisissent la balle au bon, mais c'est l'initiative première, vous ne l'avez pas oublié, du chef de l'État. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est un appui, c'est une initiative bonne pour que les Congolais prennent conscience et se mettent ensemble face à l'ennemi. Mais je ne suis pas convaincu que ça changerait la position rwandaise, puisque la CENCO est d'ici et la CENCO n'a pas dans son agenda ou dans ses manœuvres politiques le Rwanda ou Paul Kagame qui est décidé à piller notre pays. Donc, du point de vue intérieur, c'est bien que nous soyons unis, mais le plus important, c'est de comprendre que la stratégie du chef de l'État par rapport à la diplomatie agissante pour convaincre les puissances internationales, les instances du monde, c'est en cela que nous trouverons à la fois des solutions pour le Congo, que nous trouverons également les sanctions sévères contre le Rwanda. Vous soutenez l'hypothèse d'un dialogue entre Congolais? Mais les Congolais, nous sommes des Bantous. Chez nous, nous nous parlons toujours. Nous n'avons pas la culture du sang que le Rwandais apporte dans notre pays. Donc, parler, ça existe toujours. Mais parler n'exclut pas les équilibres politiques du pays. Il y a une opposition républicaine qui doit exister et il y a une majorité qui gouverne. Et c'est ça aussi, avoir la logique institutionnelle et constitutionnelle. Cette agression qui s'invite même à Goma ne constitue pas un point important pour nous amener à changer la Constitution? Si oui, comment et pourquoi? Faisons preuve de sagesse. Lorsque nous sommes attaqués par un pays ennemi comme le Rwanda, il y a certaines choses par éthique que nous devons tout d'abord stopper et nous occuper de l'essentiel, la cohésion nationale et se battre pour chasser le Rwanda de notre pays. Mais à titre personnel, je pense que changer de constitution est nécessaire puisque cette constitution est la source des difficultés et des conflits au fur des années qui se révèlent dans notre pays. Mais la Constitution, on ne se lève pas pour dire qu'on la change. L'expression de la démocratie, c'est le peuple qui peut s'exprimer par référendum. Le moment viendra où la question sera posée à la population et elle s'exprimera librement avec des explications que les uns
et les autres, c'est-à-dire ceux qui plaident pour le changement de la Constitution et ceux qui plaident pour le statu quo, auront l'occasion de plaider, d'expliquer à la population, et seule la population congolaise, dans sa souveraineté et avec légitimité, prendra attitude pour décider si la Constitution pourrait être changée ou pas. La question était de savoir à quel niveau la Constitution a manifesté des faiblesses face à la situation qui prévaut dans l'Est. Mais il faudrait par exemple aujourd'hui qu'on dise que désormais un président de la CENI n'a pas le droit d'être candidat président ou n'a pas le droit d'avoir une ambition politique. Comment considérez-vous que M. Corneille Nangaa, qui a été président de la CENI, aujourd'hui se transforme en terroriste, en rebelle, pour faire la guerre éventuellement avec l'ambition de devenir un jour, qui sait, chef de l'État? Ce n'est pas normal. Donc il y a des éléments dans notre Constitution qu'il faudrait changer. L'histoire des gouverneurs, le tour unique à l'élection présidentielle, la majorité simple. Il y a des choses qu'il faudrait changer. Par ailleurs, cette Constitution date d'une certaine époque avec des circonstances de guerre qui ont permis à l'époque une précipitation ou une logique pour l'approuver en cette époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction du pays. Nous avons compris d'autres choses. Nous devons nous actualiser et avoir une Constitution apte aux réalités d'aujourd'hui et qui permette effectivement les sanctions pour quiconque prendra les armes contre ce pays. Il ne peut avoir le droit à exercer aucune fonction dans ce pays. Très bien. Puisque vous l'avez cité, Corneille Nangaa, nous savons ce qui s'est passé hier à Goma. Les images ont circulé, c'était du forcing. Quel est ce message d'espoir que vous pouvez vous lancer à la population gomatracienne? Mais lui-même, M. Corneille Nangaa, a vu la réalité, puisque ceux qui sont partis au stade étaient partis forcés à coup de baïonnettes de Kalachnikov. Mais au stade, tout le monde a chanté. Félix Tshisekedi président. Il sait que la population est allée là-bas par désespoir. La population est allée par peur. Mais il sait que M. Tshisekedi est le président de ce pays et a été voté à majorité d'ailleurs dans l'Est du pays et que ce qu'il est en train de faire, c'est une trahison. Vous avez vu M. Corneille Nangaa, combien de militaires M. Corneille Nangaa avait ici et combien il pourrait en avoir dans l'Est du pays, à l'Est du pays. Ce sont les militaires rwandais, c'est l'armée rwandaise. Et il est tout à fait déplorable de constater qu'un haut fonctionnaire de la République qui a joué un tel rôle président de la CENI, et se retrouver aujourd'hui dans une histoire bordélique. Il faudrait prier pour M. Corneille Nangaa afin que l'Éternel touche sa conscience et qu'il se rende compte qu'il trahit la nation alors que sa fonction avait été noble pour ce pays. C'est vraiment regrettable et je pense que c'est un cas à étudier, éventuellement à aider. Pour vous relancer, lui parle de l'article 64 qu'il est en train d'appliquer. C'est un article aussi qu'il faudrait enlever de la Constitution. Puisque tous les criminels, tous les bandits et surtout tous ceux qui échouent aux élections profitent de cet article mis dans la Constitution expressément par le Rwandais pour semer le désordre. Aux États-Unis, en Belgique, en France, les gens se présentent et les gens échouent. Ceux qui ont l'ambition de servir la nation par la politique acceptent leur échec et recommencent. Et un jour, ils parviennent au pouvoir. L'UDPS a fait 38 ans de lutte. Finalement, ils y sont. Un jour, ils partiront et d'autres viendront. Mais cet article permet chaque fois qu'un président de la CENI crée une rébellion. Un jour, même moi, je peux me dire article 64 et puis je commence une rébellion. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de l'anarchie. C'est un article finalement qui ne nous sert pas et qu'il faudrait enlever de la Constitution. Voilà pourquoi il faudrait que la Constitution change pour que désormais on dise que quiconque prend les armes contre la République ne peut en aucun cas exercer un mandat politique dans ce pays et surtout sera susceptible immédiatement d'un mandat d'arrêt international. Comment vous commentez les silences de l'opposition qui n'a fait aucune déclaration de soutien, excepté par exemple Denis Mukwege? L'opposition en majorité n'a fait aucune déclaration de soutien en faveur du président de la République par rapport à ce qui s'est passé à Goma. C'est un silence coupable. Voilà la nature des Congolais. Ils préfèrent qu'on tue des Congolais alors qu'ils ont l'ambition de diriger ce pays. Mais quand on tuera les Congolais, ils dirigeront qui? Voilà une opposition
qui devrait se remettre en question. C'est maintenant aussi que les leaders de l'Est du pays, qui sont aussi silencieux, qui doivent se lever, qui doivent parler et dire que si les Tutsis congolais jamais existent dans ce pays, qu'ils se lèvent aussi, qu'ils disent que c'est ce que les Rwandais font. Donc le pays n'est pas simplement victime d'un complot international, mais le pays est également victime du sabotage et de la trahison à l'intérieur. L'opposition républicaine. Ils sont minoritaires. Mais minoritaires ou pas minoritaires, ils sont congolais. C'est maintenant que M. Moïse Katumbi peut condamner clairement l'agression rwandaise. C'est maintenant que M. Mukwege peut condamner l'agression rwandaise. C'est maintenant que M. Martin Fayulu peut condamner l'agression rwandaise. C'est maintenant qu'il faudrait enlever la haine contre les chefs de l'État, s'unir pour sauver la patrie. Malheureusement, ils sont silencieux et je pense que même ils sont heureux que le président soit seul au front. Mais quoi qu'il arrive, je suis convaincu que cette guerre, nous la gagnerons puisque notre cause est juste. Très bien. Un mot d'espoir à la population qui vous suit, principalement la population du Nord Kivu. Très chers compatriotes, il est important de comprendre que notre pays est attaqué puisque c'est un pays qui a été béni par l'Éternel Dieu Tout-Puissant avec des richesses immenses. Ce qui est recherché, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout pas de l'Est, c'est le pillage et la spoliation de nos richesses. Voilà pourquoi, comme un seul homme, il faudrait se lever pour chasser l'ennemi hors de nos frontières et ne pas acclamer ces terroristes qui profitent de la situation pour se mettre un peu d'argent dans la poche à cause des intérêts égoïstes et trahir la nation. Il est inadmissible pour un Congolais qui n'a pas la culture de sang, la culture de tuerie, d'accepter autant de morts. Voilà pourquoi le chef de l'État a bien voulu éviter les bains de sang humains, protéger la population, mais quoi qu'il arrive, il est déterminé à bouter l'ennemi hors de frontières et à obtenir des sanctions contre Paul Kagame et contre le Rwanda afin que le droit et réparation soient faits pour le Congo. Je vous remercie. Très bien, nous avons fini. M. Dani Mukendiwa Dinanga, patriote et défenseur de la cause du Congo. Dernière question, les chefs de l'État appellent la jeunesse à intégrer l'armée. Un très bon appel, mais pourquoi pas une formation militaire obligatoire après les humanités? La nouvelle citoyenneté qu'il faudrait promouvoir à tout prix dans ce pays, je pense qu'il est important aussi qu'avec la gratuité de l'enseignement, qui est un paradigme important, l'éducation, qu'on impose d'abord le civisme à l'école. Moi, je me souviens, à l'époque du Impère, nous apprenions le civisme, nous les pionniers du Zaïre. Ça, c'était à l'époque, ça fonctionnait et tout le monde était discipliné. À la gratuité de l'enseignement, il faudrait ajouter la nouvelle citoyenneté et imposer le civisme. Avec le civisme, il y a le sens du patriotisme que certains ont perdu, qui sera tout à fait réactualisé et redynamisé, pour permettre que ceux qui sont à l'école, qui finissent l'école, comprennent l'utilité d'aller dans l'armée pour défendre la patrie. En Europe, tout le monde fait l'armée et tout le monde est réserviste. Il est important de recruter, il est important que tout le monde passe par l'armée afin de permettre que, au moment où nous sommes attaqués, que tout le monde se transforme en militaire, soldat de la République pour chasser l'ennemi loin hors de nos frontières. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans. Merci.